Parfait, merci beaucoup Olivier pour l'invitation, pour l'organisation. C'est un plaisir d'être avec vous pour vous parler un peu plus de ces projets qui me passionnent et qui nous passionnent dans l'équipe qui travaille sur ça depuis presque 3 ans. Je vais essayer de vous transmettre un peu de cette passion et voir discuter avec vous des sujets qu'on va toucher. Alors, quelques mots d'introduction quand même. Donc, comme disait Olivier, je suis un informaticien, je suis italien, je vis en France depuis un moment, je suis marié avec une Argentine, j'ai fait de l'informatique, donc je mélange un tout petit peu les langages. Donc vous voyez de mon accent, hein, malgré les 30 ans en France, ça reste indistinguablement, sans équivoque, de l'italien, mais bon. J'ai passé 30 ans à faire de la recherche qui au début était super théorique, catégorie, théorie des nombres, sémantique des langages, méthode formelle et tout ce que vous voulez. Mais la nuit, je faisais du logiciel libre, du hacking, de manipulation des machines à droite à gauche parce que c'était ma passion. Et au bout d'un certain moment, il y a une vingtaine d'années, je me suis lancé de la partie du logiciel libre aussi un peu pour la vulgarisation. Et il y a une dizaine d'années, vous voyez, ça arrive quand vous avez des cheveux un peu plus blancs. Ça ne se voit pas trop dans les cheveux, il n'y en a pas trop, mais dans la barre, vous voyez, c'est plutôt blanche. On s'est dit que quand on grandit, on a des responsabilités qui grandissent aussi. Et donc, j'ai essayé de mettre de l'énergie au service de la communauté en créant des structures qui sont au service du bien commun. C'est au moment où on avait créé un groupe thématique logiciel libre dans Systématique, une structure de recherche sur logiciel libre. Et la dernière étape, ces projets Software Heritage aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit? Alors, première petite remarque des contextes. Évidemment, si vous regardez autour de vous, vous trouvez du logiciel partout. C'est la chose qu'on dit partout. C'est le logiciel, c'est au cœur de notre société, c'est grâce à ça qu'on construit de l'innovation, il faut fonctionner l'industrie, qu'on s'entretient, qu'on manipule la politique. Vous voyez, donc il y a vraiment tout qui est contrôlé par le logiciel. Malheureusement, très souvent, on utilise le terme numérique, qui est un truc un peu fumeux, donc on a tendance à oublier que quand on parle des numériques, en réalité, il y a une technologie super importante derrière, qui c'est justement des logiciels et de l'informatique. Mais bon, essentiellement, tout dépend du logiciel aujourd'hui, mais il y a aussi une information importante, une observation importante à retenir. Non seulement le logiciel, on l'utilise tout le temps, mais si vous regardez, on est dans une phase dans l'histoire de l'humanité qui est assez particulière. C'est une phase dans laquelle on numérise, on digitalise toute l'information. Non, ça veut dire que pour accéder à l'information, qui est représentée sous forme d'une séquence de bits dans un format quelconque, là, nous avons tous besoin d'un logiciel, juste pour la lire. Ce n'était pas le cas avant. Pour regarder une peinture rupestre, vous n'avez pas besoin des lunettes spéciales. Pour arriver à lire un texte du XIIe siècle, vous l'ouvrez. Peut-être que vous n'allez pas lire, comprenez pas exactement les langages si les français ont un peu changé. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour interpréter tout ça. Aujourd'hui, toute information numérique a besoin de logiciels comme intermédiaire pour la représenter. Ça, c'est nouveau. Et l'autre chose, c'est que si vous regardez la recherche scientifique, aujourd'hui, il n'y a plus aucun domaine scientifique dans lequel on n'utilise pas des logiciels. Et alors, il ne faut pas croire un informaticien, du coup j'ai trouvé des références ailleurs. Donc il y a un journal très connu qui s'appelle Nature, dans lequel les informaticiens ne publient pratiquement jamais. Je pense qu'il y a eu quelques exceptions rares, sous des robots à droite à gauche. Mais... en octobre 2014, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une analyse des 100 articles les plus influents de l'historique de Nature depuis qu'il a été créé comme un journal. Et ils ont découvert que la majorité de ces articles décrivent des méthodes expérimentales et les logiciels qui sont utilisés pour faire ce type de recherche. Mais aussi en traitement naturel des langues, en sociologie, en économie, partout, les logiciels essentiels. Donc, d'une certaine façon, on peut vraiment se dire que les logiciels aujourd'hui contiennent une partie grandissante de notre connaissance et deviennent un composant essentiel de notre patrimoine culturel. Mais quand on dit ça à des personnes non techniques, on oublie un élément important. Parce qu'on dit les logiciels sont une partie essentielle de notre patrimoine culturel, d'accord. Ils contiennent une partie essentielle de la connaissance, d'accord. Mais c'est vraiment où la connaissance? C'est quoi un logiciel? Donc voilà. Si on réfléchit un petit peu, je demande pardon aux personnes techniques qui savent ça très bien, c'est-à-dire si vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte très vite que la vraie connaissance, elle n'est pas dans les logiciels exécutables, mais elle est dans les codes sources du logiciel qui est écrit pour qu'au moment de l'exécution, ça fasse quelque chose. Mais c'est en lisant les codes sources qu'on apprend ce qu'il y a dedans. Alors pour donner un exemple de ce que ça veut dire,
D'abord, une petite définition. Hein. Si vous regardez dans la licence GPL, la General Public License, qui est très populaire dans les logiciels libres, il y a une définition précise de ce que c'est les codes sources. Donc, les codes sources d'un logiciel, c'est la représentation de ces logiciels-là, la représentation préférée pour qu'un développeur puisse y faire apporter des modifications. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'imaginez que vous lancez dans votre téléphone portable une petite application au moment du lancement, et elle montre un joli bouton qui dit « Hello World ». C'est très sympa. Après, vous dites « Mais quand même, on est en France, ça serait gentil, ça dise « Bonjour les mondes ». Alors en italien, « Buongiorno a tutti ». Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un ingénieur en disant « Est-ce que tu peux modifier l'application pour que ça dise « Bonjour les mondes ». Voilà. Ben là, vous avez deux choix. Donc, un, c'est aller prendre les binaires exécutables qui sont sur votre machine. Alors ça, c'est un vrai extrait hein, de la partie compilée en C. Donc, c'est un tout petit extrait du gros truc à machine qui fait Hello World. Ce n'est pas tout à fait impossible, mais disons que c'est compliqué. À l'heure des hackers, ils vont pouvoir vous changer la chaîne des caractères si ce que vous voulez remplacer est plus petit. Par contre, si c'est plus long, ça c'est un peu plus compliqué. Il faut tricher plus. Évidemment, les programmeurs, ils aimeraient beaucoup plus avoir cette représentation-là, qui est les codes sources du même logiciel, dans lesquels on n'a pas de difficultés à voir qu'est-ce qu'il faut aller changer pour obtenir les résultats souhaités. Donc c'est vraiment dans la partie code source qu'on trouve la connaissance, la chose intéressante. Si je veux savoir qu'est-ce que fait un logiciel, je vais plutôt dire ça et pas vraiment ça. Et alors ça, c'est pas nouveau. C'est pas tout à fait nouveau. Si vous regardez un livre très ancien, ça date de 85, quand j'étais encore étudiant moi. Il y avait un livre écrit par Harold Abelson, qui est un personnage mythique à l'MIT, c'est un professeur de l'MIT, il avait contribué à la création de Creative Commons, de la Free Software Foundation, c'est lui qui a créé Scratch, les trucs qu'on utilise pour faire l'enseignement. Dans son livre magique de l'époque, qui était Structure Interpretation of Computer Programs, dans l'introduction de la première édition, il disait « Les programmes doivent être d'abord écrits pour qu'une personne puisse les lire et seulement accessoirement pour qu'une machine les exécute. » Alors, c'est peut-être un peu exagéré, il ne faut pas oublier que c'est un professeur. Donc, essentiellement, il est en train de dire aux étudiants de sa classe, si vous voulez une bonne note, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce que vous avez fait dans votre projet. Mais ce n'est pas faux. En réalité, un logiciel est intéressant au moment où on peut comprendre ce qui est écrit dedans, le faire évoluer, le modifier. Mais ça, c'était dit en 85. Et entre 1985, des codes sources pour aller lire, voir ce que ça faisait un logiciel, il n'y avait pas beaucoup. Alors, 40 ans après, les choses ont changé. Mais vraiment, beaucoup. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez une quantité incroyable, et les logiciels libres sont passés par là, donc vous avez une quantité incroyable de codes sources qui sont disponibles et qui sont faciles à retrouver. Donc, si vous cherchez un peu, vous trouvez des petites perles qui méritent d'être mises en valeur. Donc, moi, j'en avais choisi deux petites qui sont intéressantes. Ah, voilà, par contre, là, vous n'allez pas lire. Je vais vous les dire. Je vous rappelez Quake 2? Alors, Quake 2, c'est un des premiers jeux First Person Shooting, maintenant vous connaissez tous Call of Duty, là, ça c'est qui utilise mon fils pour jouer les soirs. C'est la même chose, donc vous avez un fusil, vous tuez tout ce qui bouge, voilà, et vous avez l'impression d'être en première ligne. Mais bon, au moment où il était introduit à l'époque, là c'était il y a quand même pas mal d'années, c'était révolutionnaire, on n'avait jamais vu ça. C'était de la 3D, en réalité de la 2D et demi, voilà, un tout comme ça. Et bon, quand vous faites ce type de représentation en 2D et 3D, il y a une opération que vous faites tout le temps, c'est calculer 1 sur racine carrée de x, tout le temps. C'est l'inverse des racines carrées de quelque chose. Et ça, c'est du code magique qui a été attribué à John Carmack, qui était la personne qui a développé les Quake 2 à l'époque, dans lesquels, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'à l'époque, les coprocesseurs numériques ne sont pas assez rapides pour vous permettre de jouer. Non, si j'appelle juste la fonction sous les flottants qui fait 1 sur racine, donc c'est l'inverse, donc une division. Et après une racine carrée, qui est chère sous les coprocesseurs flottants, vous bougez votre fusil et il ne se passe rien. D'accord? Donc ça ne va pas. Donc, il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'amuse à aller dire, tiens, alors je vais prendre number qui est un flottant. Première chose, ici, je fais une conversion terrifiante dans laquelle je prends la contenu, la case mémoire dans laquelle il y a les flottants, et je l'interprète comme si c'était un entier long. Alors, passez-moi quelques 2 secondes de technique. Donc, je garde juste à 15 bits et je les traite comme si c'était un entier long. Et là, il y a un commentaire qui est très clair, qui dit « Evil Floating Point Bit Level Hacking ». Alors,
manipulation perverse au niveau du bit, voilà, sur la chose. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un shift T1 vers la droite, donc il divise par 2 ces trucs-là. Il est très comme un entier, il divise par 2. Et après, il est soustrait à une constante qui est 0x5f3759df. D'ailleurs, vous pouvez mettre ces constantes-là dans Wikipédia, vous retombez sur la page web, c'est devenu tellement connu. Et là, les commentaires que je ne voudrais pas trop traduire en français, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là, à côté, il dit « Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ?» Les commentaires ont été rajoutés par quelqu'un d'autre? Eh bien oui, après. Mais là, après, si vous continuez un tout petit peu, là, vous commencez à comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend cet Y-là, et après, il multiplie pour 3,5, pour 1,5, moins, tout bordel. Premier commentaire, première itération. Et après, ici, il y a une ligne qui n'existe plus dans les binaires, parce que ça a été commenté, dit deuxième itération, mais on peut l'enlever parce qu'on n'a pas besoin, c'est assez précis pour jouer. Ah, il est en train d'approximer sur racine de x avec une méthode de Newton. Et en réalité, les trucs bizarres là, c'est juste trouver, c'est une façon de trouver les points initiaux de l'itération qui donne la meilleure précision, trouver expérimentalement. Ça, c'est un bijou. Alors maintenant, on n'a plus besoin, vous direz-vous, parce que les machines sont super rapides. Quoique, je ne sais pas, parce que si on peut faire plus rapide que dans la solution autre, parce que ça n'est fait que quelques multiplications entières contre des opérations flottantes qui sont super chères. Ben voilà, si je vous donnais juste les binaires de cet objet, qu'est-ce que vous pourriez bien comprendre, qu'est-ce qui est en train d'arriver? La seule façon de comprendre ce qui se passe, c'est effectivement retrouver les codes sources. C'est là-dedans qui est la vraie connaissance. Et il y a plein d'exemples comme ça. Là, c'était extrait bon, ça, je ne vais pas prendre le temps de les commenter. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui a été observé par Lynn-Schuster dans un article merveilleux qu'il avait écrit en 2006, mais dans un journal qu'on n'a pas l'habitude de lire. Enfin, je plaide coupable, je ne le connaissais pas. J'ai découvert plus tard en discutant avec les messieurs. Ça s'appelle Annals of Computing, IEEE, Annals of Computer History, quelque chose comme ça. Il dit les codes sources nous fournissent une fenêtre ouverte dans la vision du concepteur du logiciel. Et effectivement, c'est essentiel d'avoir les codes sources. C'est là-dedans qu'il y a la connaissance. C'est là qu'il faut comprendre, maintenir, réutiliser. Mais alors, si vous regardez, les codes sources, c'est quelque chose qui est assez spécial. Donc, d'un côté, effectivement, j'espère vous en avoir convaincu, c'est de la connaissance lisible par un être humain, par définition, parce que c'est fait pour qu'un développeur puisse les modifier, mais qui est aussi suffisamment technique pour devenir exécutable. Donc on peut le passer en compilateur, on obtient un binaire, et le binaire s'exécute. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire, je ne connais pas d'autres formes de connaissances humaines qui ont cette caractéristique d'être directement compréhensible par un être humain technique et immédiatement exécutable de l'autre côté. C'est même un plan d'architecte, ce n'est pas tout à fait facilement exécutable. Après, il faut aller construire des bâtiments. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans les plans d'architecte. Et ça se voit. Si vous faites la sous-traitance qui ne va pas, les bâtiments après s'écroulent, même si avec les bons plans. L'autre chose qui est nouvelle, c'est qu'effectivement, même les matériels deviennent du logiciel. Maintenant, si vous regardez, les masques, les plans des microprocesseurs sont juste décrites comme du logiciel, dans des langages spécifiques comme VHDL. C'est du fichier texte pour la plupart du cas, ce qui est incroyable, parce que vous regardez toutes les autres informations numériques, avec ça sur les vidéos, les images, etc. Quand ils changent avec les temps, c'est difficile, vous n'arrivez pas à retrouver le bon format, vous galérez pour lire une photo qui est dans un format bizarre, ou une vidéo qui est dans un format bizarre, et encore pire, des documents bureautiques d'il y a 30 ans, bon courage pour essayer de retrouver exactement les bons formatages d'un document écrit en WordStar, dont la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est pourtant il y a seulement une trentaine d'années. Voilà. Alors que les fichiers texte, dans toute l'histoire de l'informatique, on a changé les formats 2 fois. On est passé des EBDIC à ASCII et des ASCII à UTF. Et là, je pense qu'on va rester là pendant un petit moment, parce qu'il y a assez pour écrire du code source en japonais, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. L'autre chose, c'est qu'il change vraiment sous les temps, c'est normal. On ne prend pas juste une photo d'un logiciel, on a besoin de voir comment il évolue. Il y a plein de dépendances, il y a millions de lignes de code, donc d'une certaine façon, si vous voulez, les logiciels sont vraiment spéciaux et les codes sources vraiment spéciaux. Ce n'est pas juste une séquence de bits comme les autres informations numériques dont on nous parle tout le temps. Et d'ailleurs, vous voyez, ça a pas mal changé.
Ça a mal changé en 50 ans. Si vous regardez parmi les premiers gros logiciels qui ont été écrits, un des premiers gros logiciels écrits, c'était les systèmes de contrôle des bords de l'Apollo 11. Donc, ça faisait 60 000 lignes de code dans un projet qui a coûté 200 milliards de dollars à l'époque, donc qui avait comme vocation de mettre sur la Lune un être humain, et qui avait par ailleurs la caractéristique d'avoir été piloté entièrement par une fille. C'est Margaret Hamilton, c'est elle qui a piloté une équipe de 400 programmeurs pour arriver à écrire ces 60 000 lignes de code. Et à cette époque-là, ce que disait Margaret Hamilton, qui est une dame incroyable, la première fois où on s'est retrouvé là au milieu, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire, c'était les Far West. Il n'y avait pas des bouquins qui vous expliquaient comment écrire du contrôle pour un système real-time qui était dans l'espace sensible, etc. Et allez regarder l'histoire de la dame et ce qui s'est passé sous l'Apollo 11, c'est fascinant. Mais donc là, c'était un projet à 200 milliards de dollars et dans lequel le logiciel est un truc essentiel. Aujourd'hui, 50 ans après, vous ne voyez pas trop l'image, c'était les noyaux Linux qui est juste embarqué dans vos téléphones ou dans plein d'autres appareils. Ça fait 20 millions de lignes de code. On l'a dans les poches. Et on ne se rend même pas compte, on a même l'impression qu'il est gratuit. Il s'agit de logiciels libres, on ne se rend même pas compte. Il n'y a pas 200 milliards d'euros derrière. Le monde a pas mal changé. Donc il y a énormément plus de logiciels. Donc la grosse question est de savoir, est-ce que cet objet précieux qui est le code source des logiciels est quelque chose dont nous nous soucions suffisamment? Est-ce qu'on en prend soin correctement? La réponse devrait être oui, parce que vous regardez autour de vous, vous avez des géants, Google, Facebook, des milliards, Apple, ils ont des dizaines, des milliards de dollars dans les banques, ils ne savent pas quoi en faire. Évidemment qu'il y a sûrement déjà des gens qui se sont occupés d'aller organiser, protéger, structurer tous les codes sources qui est disponible pour l'industrie, pour la recherche, pour la société en général. On s'est dit ça. C'est ce que je me disais il y a 4 ans. Après, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi. Et ce que j'ai découvert, c'est que la situation n'est pas tout à fait satisfaisante. Première chose, c'est vrai que du logiciel, il y en a partout. Mais il y a aussi un autre partout qui n'est pas bien, c'est-à-dire que les logiciels libres est aussi partout dans l'essence, il est éparpillé partout. Si vous cherchez un code source maintenant, vous pouvez aller chercher sur GitHub, qui est la plateforme qui va par la majeure aujourd'hui. Mais si vous revenez en arrière d'une dizaine d'années, la plateforme qui était la plus populaire était SourceForge, qui maintenant a un peu passé en bas au-dessous du radar, donc vraiment. Mais il y a aussi Bitbucket qui est très populaire aussi parmi une communauté plutôt des chercheurs. Jusqu'à il y a bientôt 1 an et demi, il y avait aussi Google Code, donc c'est une grosse plateforme de Google pour faire du développement qui était intégré avec Gerrit, un système de révision des codes qui était, donc comment on dit un code review en français, c'est la relecture des codes qui était très prisé. Il y avait aussi Litorius, là vous ne voyez plus parce qu'il a disparu, là aussi, ils ont disparu, c'est de là. Il y a GitLab, il y en a plein, il y a Inria, sa petite forge aussi, il y en a plein d'autres. Mais donc ça c'est juste des forges, il y en a plein, donc vous allez chercher où. Et après vous avez des distributions, vous avez Debian par exemple, mais plein d'autres. En distribution c'est pas une forge, c'est un système qui fait des paquets pour vous mettre à disposition des logiciels, mais il a aussi ses codes sources, il a sa version des codes sources. Après, vous avez des archives un peu plus anciennes, plus vieux style, comme les Comprehensive Perl Archive Network, des Comprehensive Tech Archive Network, des Comprehensive R Archive Network. Ils sont tous compréhensifs, mais tous limités à un domaine très spécifique. Donc aujourd'hui, si vous voulez chercher un projet logiciel, votre meilleur ami, c'est un moteur de recherche. Désolé. Donc il n'y a pas de catalogue. Il faut aller fouiller sur des moteurs de recherche, vous demandez à un copain qui connaît quelque chose pour retrouver. Alors, les vrais problèmes, c'est qu'il y a trop de plateformes différentes. Et l'autre chose qui est encore pire, c'est que vous avez des logiciels qui migrent d'un endroit à l'autre. Moi, j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire, vous vous lancez par exemple un projet européen, vous dites, ah tiens, c'est super cool. Il y a 10 ans, on crée sa petite instance de sa forge dans son serveur, de sa propre université, de son propre institut. Après, les financements européens s'arrêtent. Et là, vous faites quoi? Je ne sais pas. Tant que le logiciel continue de fonctionner, celui de la forge, vous laissez les choses là-bas. Un peu plus tard, on se dit, ah tiens, l'ingénieur qui s'en occupait est parti.
bah, on va les mettre où? Bah, tiens, on va les prendre d'ici, on va les mettre sous un autre trou dans les prochains projets européens. Hop, on déplace, on fait une copie tout là-bas. Après, quand les deuxièmes projets européens s'arrêtent, on te dit, ah bah quand même, on ne peut pas faire ça, alors allez, on va les mettre sur la forge génériale. Après, vous avez un étudiant qui vous dit, ah non, mais c'est nul, il faut le mettre sur un truc moderne. Alors, paf, vous mettez tout sur Gitorius. Et une fois que vous êtes sur Gitorius, en mars 2015, tranquillement, peinard, chez vous, en train de prendre un café, pouf, email qui arrive là, d'où un patron de Gitorius qui vous dit, Great News. Ça, c'est les Américains, sont spectaculaires. C'est une grande nouvelle. Dire, bon, alors on va voir, qu'est-ce que j'ai gagné au loto, je sais pas. Et là, la grande nouvelle, c'est que Gitorius a été racheté par GitLab. Ok, ça c'est une grande nouvelle pour lui. Et après, en bas, voilà, et donc, ce n'est plus la peine d'avoir deux technos, on n'aura plus Gitorius et GitHub, donc on va fermer Gitorius dans 3 semaines. Donc vous avez 3 semaines pour prendre vos affaires, vous tirez. Alors, il dit, c'est où les bonnes nouvelles? Ben, imaginez, dans le monde du logiciel libre, ça arrive des fois que des développeurs, ils font une petite pause. Je sais pas, vous allez au Tibet, rencontrer un moine tibétain qui vous aide à être plus zen, à supporter la pression voilà, de la communauté, etc. Vous revenez 4 semaines après, pouf, il n'y a plus rien. C'est quand même, hein, c'est assez spécial. Voilà. Donc, essentiellement, il n'y a pas de catalogue. On n'a pas de catalogue pour les logiciels. C'est étonnant, première chose. Deuxième chose, effectivement, bah, les logiciels et le code source, c'est une information qui est fragile comme toute information numérique. Alors, au début, ça a l'air d'être paradoxal, parce qu'une information numérique, elle ne peut pas être fragile. C'est-à-dire, je peux en faire autant de copies que je veux, et ça ne se dégrade pas. Oui, mais si tu n'as plus aucune copie, tu l'as perdue. D'accord, il faut quand même les faire, les copies. Alors, on sait très bien depuis longtemps qu'on peut perdre les données parce qu'il peut y avoir une panne sous les serveurs, parce qu'il peut y avoir un incendie, parce qu'il y a un tremblement de terre quelque part. Je ne sais pas si vous avez vu, juste la semaine passée, il y a eu un très grand incendie en Oregon. Les archives historiques des HP, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, ont disparu. Tout a été brûlé. C'est quand même l'histoire d'HP, hein. Donc, ils avaient créé leur propre archive interne de l'histoire de l'entreprise, gros incendie, tout brûlé. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles on sait qu'il faut faire des backups. Je rajoute un petit conseil, il faut aussi les tester, les backups. Vous ne savez pas que les backups fonctionnent tant que vous ne l'avez pas restauré. Ça, ils ont compris, ils ont découvert, les gens de GitLab, dans une panne au mois de février cette année. Ils avaient 5 niveaux de backup, ils ont tous échoué. Donc, quand ils ont essayé de reconstituer la chose, il faut bien vérifier. Mais par contre, il y a des choses plus récentes qui commencent à arriver, auxquelles on n'était pas tout à fait habitués. D'abord, ce sont les attaques malveillantes, mais vraiment. Vous prenez les virus style WannaCry qui circulent dans la planète, eux, ils se fichent de savoir sous quoi ils tombent, donc ils arrivent sur la machine, ils cryptent tout, avec une clé quelconque, ils vous envoient un joli message en disant il faut payer X milliers de dollars sur tel compte en Bitcoin, évidemment. Et même si vous payez, normalement, vous ne récupérez pas vos données. Donc la seule solution, c'est d'avoir fait une copie avant, normalement. Hein, donc ces attaques-là malicieuses, c'est une nouveauté importante. Là, j'ai une jolie histoire sur CodeSpaces qui a été détruite comme ça en 24 heures, hein, avec plein de codes sources. Mais la chose la plus récente et la plus inquiétante, c'est ce que je viens de vous raconter tout à l'heure avec mon anecdote. C'est Gitorius qui a fermé 3 semaines pour sauver 120 000 projets. Et la même semaine, message de Google, mais plus classe, hein, parce que là, il y a plus d'argent, donc il y a plus de temps. Vous aviez 1 an pour vous tirer, et là, c'était 1,5 million de projets. D'accord ? Ça, c'est nouveau, on n'était pas habitué. C'est-à-dire, dans les mondes du développement de logiciels, en particulier du logiciel libre, on avait l'habitude d'utiliser des plateformes tierces, donc on ne s'inquiétait pas de faire des copies ou des backups, parce que les copies et les backups, c'est la responsabilité de la plateforme, et on faisait confiance. Vous avez une plateforme qui est maintenue par Google, et c'est des experts, ils vont savoir faire leur backup, ils ne vont pas perdre les données quand même. Jusqu'au jour, il y a quelqu'un qui arrive et dit, tiens, ce n'est plus intéressant, on ferme les programmes. Et là, vous pouvez perdre les données, mais alors tout, massivement. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, la grosse question est, c'est où l'archive? Non seulement on n'a pas de catalogue, mais un archive, c'est quoi? C'est une copie dont la mission est de maintenir les données sous la durée. Et on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'archives. On n'a pas d'archives de logiciels. S'il y a un projet intéressant dont vous avez perdu la trace, vous essayez de le retrouver dans l'ancienne plateforme qui a fermé, où est-ce que je retrouve ces logiciels-là? Ou tout simplement si quelqu'un l'a effacé de la plateforme qui n'a pas fermé.
Où est-ce qu'on trouve tout ça? Il n'y a pas d'archives. Et enfin, troisième remarque qui est triste, vous retrouvez dans le monde actuel, les logiciels, on l'a dit, il est partout. Et alors, d'autant plus maintenant qu'on met en réseau des systèmes qui n'étaient pas censés être mis en réseau. Du coup, il y a des problèmes de sécurité et de sûreté des fonctionnements monstres qui sont en train de se poser, alors dans la santé, dans les transports, dans les communications, dans la finance, alors même le délire des finances, à mettre des programmes automatiques dans des blockchains qui fait en sorte que vous transférez des millions comme ça en 2 minutes. Bref, donc il y a une quantité de choses qui sont en train d'arriver qui sont inquiétantes. Bon, on s'attendrait à avoir un effort massif international pour créer une plateforme de recherche pour analyser, étudier, améliorer les logiciels qui sont disponibles. On s'attendrait à quelque chose comme ça. Alors, vous regardez, nos amis physiciens, ils ont bien réussi à convaincre les États à investir des milliards pour construire des infrastructures magiques qui nous permettent d'observer l'infini. Hein, donc, et les planètes, les étoiles, etc. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour construire une infrastructure internationale pour observer la galaxie des logiciels et les améliorer? Donc, on se disait, sûrement, ça existe déjà. Mais non, il n'y en a pas. Voilà. Donc pour observer les étoiles, je sais où aller. Hein. Je peux prendre un petit avion pour aller au Chili, un super observatoire dans le désert d'Atacama. Si je veux le grand télescope pour observer les logiciels, il est où? Donc vous voyez que l'observation, là, elle est un peu triste. On n'a pas de catalogue, on n'a pas d'archives, on n'a pas d'infrastructure de recherche en général. Bon. Et non seulement on est dans cette situation-là, ce n'est pas une nouveauté. Donc ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est dans ces situations-là. On n'a pas de catalogue, on n'a pas d'archives, on n'a pas d'infrastructure de recherche. Donc pourquoi s'inquiéter de tout ça maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Je vous parle de ça et pourquoi on essaye d'agir maintenant? Mais parce qu'on est dans un moment qui est vraiment un moment clé dans l'histoire de notre discipline qui est l'informatique. D'un côté, si vous regardez vers le passé, on se retrouve dans un moment dans lequel presque tous les logiciels qui ont fait les mondes qu'on utilise, dans lesquels on vit aujourd'hui, qui ont fait l'évolution de notre monde, les protocoles, les systèmes d'exploitation, les réseaux, les applications, presque tout cela, existent encore quelque part. Les codes sources sont encore quelque part, pas facilement accessibles, des fois sur des floppy disks à 8 pouces, des fois sur des bandes dans la cave d'un ingénieur quelque part, ou dans les placards ici, ou par exemple les codes sources de Minitel, ça c'est une histoire intéressante. Hein, et quelque part chez Orange, je suis sûr qu'ils l'ont. Tout ça, et quand même Minitel était une étape importante dans l'histoire de la transition numérique. Il existe quelque part. Mais alors, ce qui est un peu intéressant, c'est que pour l'instant, pour quelques années encore, la plupart des personnes qui ont créé tout ça, ils sont encore là. Ce n'est pas comme l'histoire des maths, l'histoire des physiques, où Archimède est enterré depuis longtemps, on peut aller se recueillir sur sa tombe, mais on ne va pas obtenir plus. Là, c'est vraiment, la plupart des gens qui ont créé cette discipline sont encore là et ils ont envie, on en a rencontré quelques-uns, ils ont vraiment envie de partager tout ça, mais ils ne savent pas comment exactement. D'accord. Donc ça devient vraiment urgent maintenant d'aller récolter ces connaissances du passé, cette histoire du passé qui est une histoire précieuse. C'est une opportunité unique pour une discipline naissante comme l'informatique. Enfin, 50 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Mais de l'autre côté, si vous regardez vers les futurs, il n'y a jamais eu autant de programmeurs qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant que les logiciels qu'aujourd'hui. D'un côté, on vous dit « Ah, mais avec l'intelligence artificielle et le machine learning, on n'a plus besoin de programmer parce qu'on parlait là à l'ordinateur en disant « Ordinateur, comme dans Star Trek, réalise les machins, etc. » Bref, hein, on n'est vraiment pas là. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de programmeurs, il n'y a jamais eu autant de logiciels partout. Donc, si vous voulez, chaque année, vous avez une quantité de codes énormes qui arrivent. Donc, c'est important, maintenant, de faire en sorte que les catalogues, l'archive, la plateforme de recherche soient en place le plus rapidement possible, de façon que les nouveaux logiciels qui arrivent, lui, soient catalogués, archivés, analysés. Chaque année qui passe ne fait que faire grandir les problèmes. Et on ne veut pas se retrouver avec des histoires de legacy, c'est-à-dire aller chercher des logiciels anciens 10 fois plus gros comme problème dans quelques années. Donc c'est maintenant qu'il fallait agir. Et non, c'est pour ça qu'on a décidé, il y a à peu près 3 ans, de se lancer dans cette aventure. Donc on a lancé un projet qui s'appelle Software Heritage. Alors la mission de Software Heritage comme projet, c'est très différent de tout ce que vous trouvez ailleurs. C'est exactement d'aller chercher, donc récolter, préserver et partager tous les codes sources de tous les logiciels jamais écrits. Donc ça, c'est la mission qu'on se donne comme projet. Et alors, je répète, ce n'est pas juste
pour préserver les passés. Ça, c'est important de préserver les passés, mais c'est juste une partie. L'autre partie qui est vraiment importante, c'est de mieux comprendre le développement logiciel actuel, de préparer du logiciel de meilleure qualité pour le futur. Construire une infrastructure pour avoir des meilleurs logiciels pour demain. Donc la vision qu'on avait en tête, c'était celle-là, c'est construire une plateforme, c'est une infrastructure. Comme vous voyez, Internet est un tuyau, donc Internet en soi, ça ne sert à rien. Internet, c'est utile au moment où vous avez des applications qui utilisent Internet. Ben, nous, on veut construire cette plateforme de base sur laquelle, cette infrastructure sur laquelle on peut faire plein d'applications. Des applications qui peuvent être liées au patrimoine culturel. Vous pouvez avoir des historiens qui écrivent l'histoire des logiciels, qui vont analyser pourquoi ils ont été faits de telle ou telle autre façon. Vous pouvez avoir des structures style Wikipédia du logiciel qui construisent là-dessous. On peut avoir des applications pour l'éducation, c'est-à-dire une fois qu'on recense tous les codes sources existants, quelqu'un peut aller dire, tiens, ben, j'ai identifié cette partie-là de ces codes qui est vraiment intéressant, elle est stable, elle sera toujours là, elle ne va pas bouger, il ne faut pas les mettre sur ma page web, on va la retrouver, on va l'utiliser pour qu'on puisse faire un livre pour les réseaux, pour la compilation des mains, etc. Il y a des applications énormes pour la recherche, il y a des applications énormes pour l'industrie aussi. Donc on veut juste construire, vous voyez, la tuyauterie qui permet tout ça. Ça, c'était la vision. Alors évidemment, pour la partie culture, vous avez la préservation de la connaissance, l'accès à l'information numérique et la possibilité de construire des portails évidemment spécialisés sur chaque domaine. Pour la partie industrie, il y a tellement d'applications, c'est-à-dire avoir un point d'entrée unique pour chercher, tracer tous les logiciels, les mettre en relation avec les problèmes de vulnérabilité, faire des analyses dessous, les retrouver. C'est du pain béni. On se demande même pourquoi l'industrie n'a toujours pas fait ça. L'autre chose, c'est l'éducation, j'en ai déjà parlé. Et pour la science, je vais juste dire quelques mots. Et pour la partie science, il y a deux aspects. Pour la science en général, c'est compléter un peu les tableaux de l'open access. Vous voyez, quand on parle des sciences, vous avez entendu parler peut-être des open science, des sciences ouvertes, etc. C'est très à la mode aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu surprenant. Ouais, moi, j'ai fait mes études à Pise. À Pise, c'est la patrie de la ville où est né Galileo Galilei, donc qui était quand même... Pour les Italiens, c'était les fondateurs de la méthode scientifique. Je sais qu'en France, vous en avez un autre, mais ce n'est pas grave. C'est à peu près la même idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la science fermée? C'est curieux, la science fermée. Normalement, la méthode scientifique dit qu'il faut observer des phénomènes, formuler des hypothèses, préparer des expériences, baser une théorie sur les résultats de l'expérience, la valider. Et après, évidemment, tout ceci n'est valide que si quelqu'un d'autre peut répéter et vérifier ce qu'on a fait. Sinon, ce n'est pas de la science. Non, si moi je fais juste un article dans lequel je vous dis « Ah tiens, j'ai pris des données, lesquelles ?» Ah, je ne te dis pas. Et j'ai fait un traitement, et lesquelles? Oh, je ne te dis pas non plus. Et j'ai obtenu comme résultat 42, bah, c'est joli, ça vous fait un papier de plus sous les CV, mais qu'est-ce que vous avez vraiment appris là-dedans? Donc c'est pour ça que même si c'est très bien qu'à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à bouger pour avoir de l'open access, faire en sorte que les résultats de la recherche scientifique sous forme de papier soient accessibles à tout le monde, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'avoir un papier, il faut aussi avoir les données. Ça a commencé à être reconnu, encore une fois, il y a 7-8 ans, ils ont mis en place des infrastructures, il y a un peu de philosophie sur le fait qu'il faut donner accès aux données, l'open data. Mais il manque cruellement le troisième pilier qui est important, c'est donner accès au code source des logiciels qui sont utilisés pour ces papiers, pour faire ces travaux-là, pour les transformations, pour qu'on puisse reconstruire là-dessous et vérifier. Alors, si vous regardez, pour les articles, vous avez Arxiv depuis 1996, je pense, aux États-Unis, HAL en France depuis 2002-2003, ça c'est en plus un registre. Alors, c'est pas parfait, mais au moins l'avantage des HAL, c'est que c'est à niveau national. Donc, vous avez un repository, un référentiel unique à niveau français, alors que si vous allez par exemple en Allemagne, en Italie, en Estonie, ailleurs, vous avez un référentiel par université. Et ça, c'est un cauchemar. Ils peuvent tous utiliser HAL. Oui, je sais, mais bon, mais c'est un peu compliqué de leur dire. Chacun sa politique. Voilà. Là, pour les données, vous avez plein d'initiatives. Il y a Zenodo, par exemple, qui a été lancé il y a un petit moment. Alors, pour les logiciels, il n'y avait vraiment rien. Il y a plein de gens qui disent « Ah tiens, mais il suffit de tout mettre sur GitHub. »
Ça, c'est la chose à la mode. Et je plaide coupable à nouveau. C'est-à-dire, depuis que je suis, entre guillemets, petit dans le monde de la recherche, j'ai toujours voulu partager à la fois les données et les codes sources de tout ce que je faisais dans mes articles. Si vous regardez mes articles anciens, il y a toujours un pointeur vers les données ou les codes. Sauf que vous allez retrouver des articles dans lesquels le pointeur, c'est une URL sur une page web que j'avais à l'époque où j'étais à l'ENS Ulm, où il y avait un département qui s'appelait DMI, qui n'existe plus. Donc vous avez www.dmi.ens.fr/tilde Cosmo machin, évidemment. Il n'y a plus rien là, ça a disparu. Donc après, j'ai dit, ah non, mais ça, je vais mettre plutôt sur une URL un peu plus cool, qui ne va pas changer. Donc j'ai acheté mon nom des domaines, mais je mets les choses dans le mien. Mais moi, je peux passer sous un camion et la page web disparaît quand j'ai fini de payer mon abonnement et tout ça est perdu à nouveau. Donc on cherche, on ne sait pas comment faire. Et maintenant, il y a des gens qui disent, ah mais c'est très facile, tu mets sur GitHub. Très bien, comme sur Google Code. Okay? Donc dans 10 ans, quelqu'un dit, tiens, on ferme tout ça et tous les trucs disparaissent. Et il y a pire, c'est que oui, je peux le mettre sur GitHub et après, demain, je peux le retirer. Et enfin, je le retirer. Ou alors, pour les gens qui aiment bien la techno, vous savez, sur Git, on peut faire un rebase. Non? Parce qu'on n'aime pas l'historique tel qu'on l'a fait, donc on va faire git rebase -z head truc bidule. Vous changez un peu l'historique, vous ferez push moins force parce que c'est pas bien, mais on peut. Et du coup, les pointeurs dans les haches que j'avais donné il y a longtemps, qui dit voilà, c'est cette version-là que j'utilisais pour faire l'expérience, on revient 6 semaines après, il n'est plus là. Et on fait comment? D'accord? Donc c'est un vrai problème. Donc là, on pense qu'avec ce qu'on va pour fournir, qu'on sortirait en archive, et qui est aussi un archive, hein, donc qui ne va pas changer les choses qui sont dedans, ça peut répondre aussi à ces problèmes. Bon. Voilà, assez parlé de façon un peu abstraite. Donc j'imagine que vous avez un peu envie de voir qu'est-ce qu'il y a sous les capots. Là. Ça, c'est un joli discours motivationnel. Donc qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Première chose, il faut que je vous dise clairement, l'ambition, c'est vraiment de collecter tous les codes sources jamais écrits. Tout. C'est pas facile, hein, parce que vous avez du code qui est online et du code qui est offline. Alors, ce n'est pas des termes plus parlants, mais online, pour moi, c'est un code qui est facile à accéder. C'est sur un serveur quelque part, hein, donc vous avez c'est question juste de se connecter par HTTP, par FTP, par ce que vous voulez, par les protocoles, mais c'est facile à trouver. Après, vous avez les choses offline. Offline, ça veut dire une pile de cartes perforées, un print-out, les print-out de Margaret Hamilton qui faisait 3 mètres, un floppy disk 8 pouces va savoir où est-ce que je trouve un lecteur pour voir comment on fait ça. Voilà, la bande dans la cave de l'ingénieur, etc. Ça, c'est offline. Okay. Et après, vous avez open et ouvert et fermé. Donc, ouvert, ça veut dire, c'est pas forcément logiciel, ça veut dire, j'ai pas d'avocat aux trousses. Okay. J'ai pas de problème des droits d'auteur. Donc, c'est pas forcément logiciel. C'est tout logiciel avec une licence ou du terme de use qui me permettent de faire une copie et de les lire, c'est OK. J'ai pas besoin d'aller voir un avocat. Fermé, j'ai besoin d'aller voir un avocat. D'accord? Donc évidemment, vous voyez que la partie la plus compliquée, c'est celle-là, hein, on est bien d'accord. Et la partie la plus facile, en théorie, c'est celle-ci. Parce que je n'ai pas besoin d'aller voir un avocat, je n'ai pas besoin de payer quelqu'un qui a un truc bizarre pour aller lire une bande, je ne sais pas où je trouve le matériel. Bon, évidemment, on a commencé par celui-là. Hein. Sauf que vous dites, c'est plus facile. C'est plus facile, mais... Et vous dites, c'est comme l'Internet Archive qui fait une copie du web. C'est pareil. Non. Au moment où vous commencez à regarder la technique, non. Parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de construire, c'est cette énorme pipeline que vous voyez ici. Donc l'idée du pipeline, c'est qu'il faut aller voir tout ce qui existe là dehors, donc toutes les forges, GitHub, GitLab, Bitbucket, SourceForge, la forge de la Dulac, la forge, je ne sais pas si ici il y a encore une forge aussi. Voilà. Un jour, on se posera la question de vous la donner. Voilà. Non, pas la forge, mais le contenu. Voilà, d'accord, mais voilà, donc tout. Voilà, il y a plein de choses. Après, vous avez les distributions, hein, des biens, machin, compagnie. Les gestionnaires des paquets divers et variés, NPM, les archives style CPAN, il y a une quantité de trucs pas possibles. Alors évidemment, vous voyez, quand il faut faire un archive du web, il faut construire un crawler qui visite tous les sites web. Comment on fait un crawler pour tous les sites web? On parle HTTP. On fait get racine. Racine, ça vous donne une page web qui l'indexe. Vous regardez dans l'index tous les URL qui apparaissent. Vous suivez tout ça.
C'est pas la mer à boire. Hein. Après, ce qui est compliqué, c'est faire un aspirateur costaud, efficace, parallèle, mais les protocoles sont fixés, c'est facile. Là, on est dans la tour de Babel à 2 étages. Donc, premier étage de la tour de Babel, c'est chaque forge a son propre protocole. Oui, éventuellement, on peut leur parler HTTP, mais ça ne sert à rien. Il faut savoir qu'est-ce qu'on... Juste avoir la liste des projets qui sont sur une forge donnée, on fait comment? Alors, sur les choses un peu modernes, comme GitHub, il y a un event feed bien fichu qui vous permet d'aller lister les contenus. Sur Source Forge, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a de la publicité même. Oui, oui, mais il n'y a pas de moyens de lister les contenus. La seule solution, c'est de faire du scraping, d'aller gratter les sites web. C'est pas possible. Sur Google Code, c'était pareil. Hein. Il y avait juste un moteur de recherche, il n'y avait pas d'index de tous les projets. Et donc, il faut construire pour chacun de ces origines un adaptateur, un convertisseur, un plugin qui permet de lister les contenus. Alors ça, c'est la première étape. Et lister les modifications depuis la dernière fois qu'on est passé, si on veut éviter de tout lister tous les 2 minutes, d'accord? Idéalement. Ah ben ça, c'est un sacré boulot. Donc, je disais tour de Babel, il faut faire les convertisseurs, hein, les traducteurs. Donc, pour les intéresser, après je vous donne un lien. Donc, si vous ne savez pas quoi faire pendant un week-end, on a essayé de faciliter la tâche d'écrire des traducteurs pour vos forges préférées. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez la liste des projets. Et là, c'est drôle, mais la liste des projets, les systèmes de contrôle des versions, 2e étage de la tour de Babel. Vous avez Git, très populaire aujourd'hui, Subversion, très populaire il y a 10 ans, Bazaar, Mercurial, Darks. Alors Darks c'est spécial, parce que Darks est un truc dans lequel l'objet des premières classes sont les patchs et les fichiers n'existent pas, sont dérivés, sont des collections de patchs commutatifs. Ah, c'est ça, c'est fait par un physicien. Ah, ça c'est bien. Donc ça comme modèle des... Attention, je ne dis pas du mal des Darks, hein, donc je dis juste, quand vous essayez de trouver un modèle dans lequel on met ensemble tout ça, ça complique, disons, ça rend la chose intéressante. Hein, voilà. Et après, vous... Ben évidemment, RCS, SCCS. Après, tu as des gens qui ont des TarGZ, des gens qui ont les Poor Man Versioning System, TarGZ-01, 02, tous les restes. Voilà. Et là, 2e étage de la tour de Babel, mais là, il faut faire des adaptateurs pour tout ce bidule-là. Alors, pourquoi? Parce que vous pourriez dire, ah non, mais pourquoi tout est compliqué la vie? Une fois que tu as fait une copie des pockets, tu les laisses comme ça. Et après, si quelqu'un veut les lire, il va utiliser Git. Ouais, ouais. Et avec Subversion, j'ai fait quoi exactement? Et donc, ça veut dire que dans 10 ans, pour pouvoir lire les contenus de ce qu'il y a dans notre archive, il faudrait qu'on s'assure qu'on maintient une copie de Git qui est compatible avec la version d'aujourd'hui, une copie de Subversion qui est compatible avec la version d'aujourd'hui, une copie d'RCS qui est compatible avec la version d'aujourd'hui. Peut-être oui, peut-être non. Donc, on s'est dit non, on fait autre chose. Donc, on construit un modèle unique, uniforme, normalisé, pour tous les systèmes de contrôle de version. Et ça, je ne sais pas si j'ai mis ça dans les transparents. Attends, je l'ai mis. Oui, je l'ai mis. Voilà. Je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est, mais c'est un graphe de Merkel. D'accord? Bref. Donc, c'est ça qu'on a essayé de construire. Donc, je vous disais, c'est là la partie facile. Hein. Donc, c'est juste pour expliquer dans quoi on s'embarque. Alors, aujourd'hui, si vous regardez sur les sites web, on a des compteurs qui sont mis à jour vraiment, je pense, une fois tous les 2 ou 3 jours. Hein. Et on a à peu près 65 millions, pas vraiment des projets, c'est des origines, d'endroits dans lesquels on a téléchargé les codes sources. Donc, ce n'est pas 65 millions de projets, parce que le même projet peut être dupliqué dans on va savoir combien de copies ailleurs. Mais par contre, ça correspond à presque 4 milliards de fichiers sources uniques. Donc, si vous avez un même fichier source dans 3000 projets, on les compte une seule fois. Et à peu près 1 milliard de commits uniques à nouveau. Donc, s'il y a plusieurs commits, il y a un commit qui est partagé entre plusieurs projets, on les compte une seule fois. Ce n'est pas si grand que ça. On arrive à s'en sortir avec un peu moins de 200 téraoctets pour les fichiers et une base de données qui fait à peu près 5 téraoctets pour tout ça, d'accord, pour les graphes qu'il y a. Ça fait quand même un graphe qui est pas mal. Hein. Ça fait à peu près 7 milliards de nœuds. Donc les nœuds, vous avez les fichiers, les répertoires, les révisions, tout ça. Et à peu près 60 milliards d'arrêts. Les arrêts, ce sont les choses qui vous disent, dans ces répertoires, ces fichiers s'appellent Toto. Dans cet autre répertoire, ces fichiers s'appellent Titi, etc. Voilà. Ce sont des arrêts comme ça.
Et qu'est-ce qu'il y a comme source? Donc, on est né où de cette construction-là? Et on est très très loin d'avoir fini. Et on n'y arrivera jamais tout seul. C'est pour ça que je fais de la spot pub, ça arrive plus tard. Mais donc, on a finalisé la mise en ligne du connecteur pour GitHub. Donc on a un loader pour Git qui est ultra solide et on a un lister pour GitHub qui est stable, production ready en production et qui est capable de suivre à peu près les évolutions sur Git. On est à peu près à jour. Alors, quand je dis à peu près, parce qu'on pourrait suivre l'event feed de GitHub et toutes les fois qu'il y a un modif, aller refaire les pulls sur les projets correspondants. Mais il y a des limitations dans l'event feed de GitHub qu'on n'arrive pas à enlever, c'est compliqué, du coup on a fait autre chose. Donc pour l'instant on fait juste de la visite qui est copiée pour les gens qui font des télécoms, vous devez savoir ça mieux que moi. On fait de l'exponential back-off, d'accord? On visite un projet, on regarde s'il y a eu des modifs avant. S'il n'y a pas eu de modifs depuis la dernière fois, on divise par 2 la fréquence. S'il y a eu des modifs, on multiplie par 2 la fréquence de la visite. Au bout d'un moment, ça se stabilise à peu près. Donc ça ne garantit pas qu'on sera toujours à jour, mais pour l'instant, ça nous permet de fonctionner les temps que tout le monde se mette d'accord pour avoir un standard pour nous envoyer les informations correctement. Vous avez un tuyau précis pour les attaquer ou vous ne risquez pas de vous faire blacklister? Non, non, attends, nous on fonctionne de façon très transparente et très, comment dire, politically correct. On est allé les voir, les gens de GitHub, d'accord? On leur a dit, on va faire ça. Est-ce que ça vous gêne, ça vous embête? Et non seulement ça ne les embête pas, mais maintenant, si vous allez voir sur la page d'aide de GitHub, il y a une question-réponse. La question-réponse qui s'occupe de l'archivage à long terme de vos données, il pointe sur nous. Donc ça, c'est bien. Et on pense faire pareil avec les autres. Debian, ça, je n'ai pas mis à jour. L'automatisation est terminée. Donc maintenant, toute nouvelle version d'un paquet source qui arrive dans Debian est intégrée chez nous depuis une semaine à peu près. Donc ça, c'est fait. Les archives des GNU, on les a mis à la main. Je ne sais pas comment on peut automatiser ça, mais donc bref. Gitorious et Google Code, bonne nouvelle. On a tout sauvé. On a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, les gens de Gitorious avaient été sauvés par une sorte d'association anonyme, il s'appelle Archive Team, hein, qui sauve toutes les données numériques en danger. Et Google Code, ça c'est un grand merci à Vinton Cerf, parce que c'est lui qui nous a mis en contact avec l'ingénieur de Google qui nous a donné le contenu. Parce qu'à nouveau, dès l'extérieur, on ne sait pas comment faire. Il faut faire La seule solution était passer par les moteurs de recherche, faire A, B, et après vous découvrez qu'en réalité la réponse est limitée à 1000 éléments. Donc A ça ne marche pas, alors vous faites AA, AB, ça ne va pas. Donc, nous on est passé par derrière, on a récupéré toutes les données, donc on a absolument tout. Pour Bitbucket, c'est presque fait. Donc, on a un lister et on a un loader des mercurial, mais à tester. Mais on n'a pas forcément d'énergie pour travailler sur ça. Mais donc, l'objectif, c'est d'aller partout. Et on a besoin d'aide pour faire les adaptateurs. Donc, c'est déjà l'archive de code la plus grande de la planète qui grandit chaque jour. Et ce n'est pas juste une archive. Donc là, je me prends quelques moments de plaisir pour vous dire un peu plus des techniques là derrière. Ce n'est pas juste une archive. Ça, c'est quelque chose qui surprend par exemple les bibliothécaires, les archivistes qu'on a l'habitude de voir. Attends, avant de vous montrer ça, comment ça marche? Vous allez voir, je ne sais pas moi, la BNF, la Library of Congress, eux, ils ont l'habitude de faire des archives depuis des siècles. C'est leur mission. Sauf que leur mission a été basée sur des objets physiques, comme des livres, ou je sais pas moi, des peintures. Et donc il y a tout un mécanisme qui est fait pour dire, ben voilà, un livre ça coûte cher de l'acquérir, ça coûte cher de le stocker, ça coûte cher de l'indexer. Donc la première étape est de dire, on va faire un choix sur ce qui doit être préservé dans une bibliothèque. Donc première étape, c'est des curateurs d'un musée ou d'une bibliothèque qui choisissent ce qui rentre et ce qui n'y rentre pas. Et non, par exemple, si vous arrivez avec votre bouquin à vous, vous avez fait imprimer en payant vous-même, en disant, est-ce que je peux mettre ça à la Bibliothèque nationale? Ils disent, mais c'est qui l'éditeur? Ah, c'est moi. Ben non, merci. C'est l'auto-édition, ils n'aiment pas du tout. C'est quoi ces trucs? C'est qui a fait les filtres pour dire ça vaut la peine de les préserver? C'est une première étape. Et deuxième étape, une fois qu'on a pris les livres, on les met là, dans la position 10.11.33, qui est tirée voilà, de la classification habituelle, c'est fini. Avec du logiciel, est-ce qu'on peut fonctionner de la même façon? Est-ce qu'on peut se dire, tiens, on va construire un comité pour choisir quel logiciel mérite d'être préservé ou pas? Première chose.
Et ensuite, une fois qu'on les a choisis, on fait une copie du logiciel, autenté, c'est celui-là, on les met dans un répertoire, pouf, séparé de tous les autres, et on n'y touche plus. Et c'est pas, je parle à mes copains qui sont informaticiens ici, vous voyez, ça ne colle pas tout à fait avec le modèle du logiciel. Non? Alors d'abord, première chose, nous on a décidé qu'on ne va pas mettre des filtres, il n'y a pas des comités qui choisissent qu'est-ce qu'on stocke ou qu'est-ce qu'on ne stocke pas, on collecte tout. Et pourquoi? D'abord parce que vous allez voir, technologiquement on peut, il n'y a pas de problème des coûts pour collecter tout. Mais deuxièmement, beaucoup plus important, parce qu'on ne veut pas filtrer a priori. Pourquoi? Mais parce que dans les mondes d'aujourd'hui, dans lesquels vous voyez les développements de logiciels depuis sa naissance, c'est-à-dire quand vous avez des logiciels libres qui sont mis là-dedans, il y a 20 lignes, 50 lignes, 100 lignes, mais je ne sais rien. Est-ce que ça va être quelque chose qui va devenir un super logiciel super important plus tard, ou est-ce que c'est absolument nul et personne ne va s'y intéresser? J'ai un exemple typique pour ça, c'est les cas des PHP. Je vous rappelle, PHP, ça a été écrit par Rasmus Lerdorf et mis en ligne en 1995 avec un email que j'utilise dans mes cours sur logiciel pour montrer toutes les erreurs qu'on peut faire quand on parle de... Mais bon, bref, c'était drôle. À l'époque, ce PHP, ça voulait dire Personal Home Page Tools. C'était un hack rapide pour faire des pages dynamiques. Donc à l'époque, ça n'aurait jamais passé les thresholds of notability de Wikipédia ou d'autres choses comme ça. On ne l'aurait jamais archivé. Alors maintenant, c'est les trucs les plus populaires de la planète pour programmer des sites web, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est la réalité. Donc vous voyez, l'idée de l'archive, c'est je veux pouvoir tout archiver parce que je peux, parce que c'est intéressant. C'est-à-dire plus tard, on va découvrir pour les logiciels qui est vraiment important, intéressant, on aura gardé toute la trace. On aura aussi gardé la trace des choses intéressantes. Est-ce grave? Je ne pense pas. Mais l'autre chose qui était vraiment importante, c'est que justement, on a choisi un modèle des données qui n'est pas celui des bibliothèques habituelles, ce n'est pas des silos séparés. On met tout dans une grosse structure de données qui n'est pas nouvelle non plus. Ça s'appelle un arbre de Merkle. Les arbres de Merkle ont été inventés à la fin des années 70 par M. Merkle, qui cherchait une façon efficace pour faire de la signature de grosses quantités de données. Essentiellement, si vous avez un énorme bloc de données qui fait 1 terabyte, vous voulez faire une signature crypto, lui, il est découpé en morceaux. Après, il calculait un hash sur chacun des morceaux. Après, il concaténait les hashes des deux trucs à côté. Quand il faisait un autre hash, il construisait un arbre de hashes comme ça jusqu'à la racine. Et ces hashes-là étaient parallèles, construites de façon parallèle. Il identifiait parfaitement chaque morceau à l'intérieur. Alors ça, c'est vieux, mais alors c'est devenu super populaire récemment. Parce que ça a été utilisé d'abord dans les file systems, je ne l'ai pas mis là, donc dans les file systems qui essaient de faire des duplications, après dans Plan 9, après ça a été pris par Git. Donc les modèles derrière, c'est un arbre de Merkle, un graphe de Merkle. Par les blockchains, maintenant si vous avez des bitcoins et compagnie, c'est essentiellement la même idée, hein, donc c'est d'avoir des hashes qui pointent vers derrière. Dans les file systems distribués, dans les systèmes de gestion de configuration comme Nix ou des choses comme ça. Donc on n'a rien inventé, on a juste pris la bonne notion. Et donc, on prend chaque fichier nouveau qu'on retrouve, on les stocke une fois, on calcule son hash, et après tous les restes, donc les répertoires, les commits, les releases, sont fabriqués à partir de ces hashes-là. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les détails, mais donc, pour quelqu'un qui connaît Git, c'est essentiellement un modèle Git à niveau de la planète. Mais ça veut dire aussi qu'on partage, qu'on déduplique et on partage tout. Donc, si quelqu'un s'amuse à faire un fork du noyau Linux qui fait quand même un certain nombre de dizaines de millions de lignes de code pour changer une virgule quelque part, l'ancienne approche, l'approche séparée, c'est que je dois moi aussi faire une autre copie de cet autre objet, les mettre dans un silo séparé, ça m'occupe une place énorme et la seule chose qui a changé, une virgule. Avec cette approche-là, si quelqu'un fait un fork, je vais voir, je regarde tout ce qu'il y a dedans, je descends, tous les sous-arbres qui sont communs, ils sont communs, donc je n'ai fait que remettre un autre lien en dessous, je ne touche plus à rien. Et je n'ai stocké les 3 lignes, pas les 3 lignes, mais les 3 fichiers qui ont changé. Donc c'est super compact. Donc voilà, donc ça c'est un peu comment on a décidé d'organiser la chose. Ça a des avantages, donc ça déduplique tout. Ça a aussi des désavantages, c'est que quand vous voulez venir extraire une copie du noyau Linux, ce n'est pas prêt dans un répertoire. Il faut faire du travail pour l'extraire de là. Quelque part, il faut un peu payer. Pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette archive-là? Vous pouvez vérifier s'il y a un code source dedans.
Donc, vous prenez un fichier chez vous, calculez un SHA-1, vous allez sur le site web et vous mettez les SHA-1 dans un petit formulaire et on vous dit oui, on l'a, non, on l'a pas. Alors, ça, c'est bien. Après, on a commencé à mettre en place la possibilité de visiter les contenus. Visiter les contenus, c'est comme une sorte de Wayback Machine que vous avez dans l'Internet Archive pour revenir en arrière. Et, sauf que c'est à travers une API qui est faite pour être... c'est une API REST, donc c'est pas vraiment faite pour être un être humain, il faut mettre des lunettes, c'est pour faire des programmes avec. Et on est en train de travailler sur une interface web un peu plus user-friendly qui permet de naviguer vraiment dans l'objet. Bah, on est en train de travailler sur cette histoire des downloads. À nouveau, ce n'est pas banal parce que ce n'est pas prêt. Il faut préparer les données quand vous les demandez. Il faut les extraire de l'arbre de Merkel. Ben, on est en train de travailler sur la possibilité de déposer du code source dans l'archive. Parce que là, ce n'est pas une annonce officielle. On est en train de travailler avec HAL pour faire en sorte que quand vous déposez un article scientifique, il soit aussi possible de déposer un logiciel. Ce logiciel, quand il est déposé, vous mettez un peu de métadonnées, la licence, l'auteur, machin, etc. Voilà. Et il y aura une case, il y a déjà une case qui est pré-cochée, vous la décochez si vous ne voulez pas, et cette case cochée veut dire que le code est transféré chez nous, automatiquement, avec toutes les métadonnées, donc il est intégré dans l'archive de Software Edge. Donc, plus tard, quand on aura un peu avancé dans notre travail, vous aurez tous les bénéfices d'être dans Software Heritage, donc browsing, search, download et tous les trucs là. Voilà. On essaye, ça ce sont des to-do, c'est-à-dire on n'a même pas commencé à les faire, c'est-à-dire faire de l'analyse des provenances, c'est-à-dire ce bout de code-là, où est-ce qu'on les trouve dans tous les fichiers, faire de la recherche. On avait 4 milliards de fichiers, hein, donc il y a deux solutions. Soit on trouve un sponsor ultra-milliardaire qui nous dit « Ah voilà, vous avez 1 million de machines, vous faites la recherche en parallèle », soit on trouve une façon intelligente de faire ça avec moins de ressources, ou un mix des deux. Et voilà. Et il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Hein. Vous imaginez, vous avez toute l'histoire du développement de logiciels de la planète dans un seul graphe. Bon, mais alors, ça c'était un peu la parenthèse technique. Maintenant, j'ai déjà pris énormément de temps, je suis désolé. Donc la parenthèse, je ferme la parenthèse technique, je vais sur la parenthèse un peu plus, comment dire, institutionnelle, politique. Comment on fait un projet comme ça? D'accord? Alors, on a des principes qu'on a établis, clairement. Maintenant, vous avez un papier que vous pouvez télécharger ici, publié dans une conférence qui s'appelle iPress, qui est la conférence de référence pour les domaines de la digital preservation. Donc on a choisi d'aller publier chez eux, parce que c'est justement une communauté qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaissait pas bien, et qui est une communauté pertinente. Ce sont les gens qui s'occupent de préserver les informations numériques depuis 15 ans, 20 ans, etc. Donc on est allé leur parler de ça. Le premier principe qu'on a, c'est qu'on essaye de faire suivre la philosophie Unix, qui dit qu'il faut faire une chose bien. À trop vouloir faire, on se trompe. Donc, l'idée, on se concentre sur l'infrastructure, on veut bien travailler avec tout le monde, des mondes d'industrie, recherche, éducation et héritage culturel qui ont besoin de faire des applications. On va s'assurer qu'ils ont tout le nécessaire pour construire leurs applis, mais on ne va pas faire les applis. On se concentre juste sur l'infrastructure. Autre chose, évidemment, approche complètement ouverte. Tous les codes sources qu'on développe, nous, pour l'infrastructure, est du logiciel libre. Et sinon, vous allez dire, comment je peux vous garantir que dans 20 ans, on arrivera à revoir ce qu'on a mis dans l'archive si j'utilise des technos propriétaires. Mais on essaye vraiment aussi de construire une communauté de contributeurs. Ce n'est pas facile parce que vous dites, ah tiens, oui, ce week-end, je vais essayer de tester. Alors, comment on fait? Je télécharge, donc il faut télécharger 200 téraoctets, on base de données fait 5 téraoctets, et mettre en place une infrastructure distribuée dans laquelle il y a 25 composantes qui se parlent dans des machines virtuelles différentes. Alors, voilà. Donc, on essaye de faciliter la partie contribution, et ça prendra un petit moment pour y arriver. L'autre chose, c'est qu'on essaye vraiment de garder ces identificateurs uniques intrinsèques qui sont vus comme révolutionnaires par nos collègues de la communauté Digital Preservation, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser les identificateurs plutôt abstraits. Ils aiment bien les DOI, par exemple, les Digital Object Identifier qu'on a sur les papiers, et cette histoire des haches, pour eux, c'est nouveau. Mais ils sont très contents. Alors, ce qui me fait très peur, c'est qu'autant les DOI, ils les ont utilisés partout, même là où c'était pertinent. J'ai très peur qu'on me mette des haches partout où ce n'est pas pertinent. Mais bon, l'important, c'est qu'au moins, petit à petit, les messages passent.
Et l'autre chose qu'on essaie de stocker seulement des informations factuelles dans ces fichiers. Donc, par exemple, dans les métadonnées, on commence à rajouter des informations sur les licences de code, mais on n'écrit jamais tel fichier est sous licence GPL. On écrit des choses qui disent, des implications. Les implications, c'est toujours vrai. Disent, si vous tournez tel outil de détection de licence sur tel fichier avec telle configuration, alors le résultat est GPL. Ça, je les stocke parce que c'est vrai. On a testé l'outil. Et un autre outil peut dire autre chose. Et après, quelle est la vraie licence tout code? Ça, c'est votre problème. Donc, on stocke des informations factuelles. Et l'autre chose, c'est qu'on essaye vraiment de se mettre dans une logique de long terme. Quelle était la seule solution qu'on pouvait adopter? La seule solution était essayer de construire une fondation multipartenaire qui a précisément la mission de maintenir cette structure et donc avoir une fondation qui a plusieurs partenaires. Ce qui veut dire accepter de travailler avec plein de monde. Ouvrir les portes vraiment à tout le monde. Faire venir tout le monde. C'est beaucoup plus dur que lever de l'argent pour une start-up, parce que dans l'histoire d'une start-up, je peux voir quelqu'un qui est un venture capitaliste et je lui fais rêver le fait qu'il met 20 millions et il va en faire 400. Bah ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Je ne peux pas lui dire qu'il va être méga riche, qu'il aura la Ferrari, qu'il a déjà normalement, les venture capitalistes. L'idée, je dis, tu travailles pour le bien de l'humanité. Alors on arrive à trouver des gens qui sont motivés, mais c'est plus dur. Et il faut un investissement à long terme. Et surtout, il faut aussi accepter d'avoir un ego un peu plus petit. C'est-à-dire accepter de ne pas être les seuls sous l'affiche. Parce que par exemple, des philanthropes, il y en a plein, mais en général, les philanthropes, ils aiment bien être tout seuls. C'est le Institut Gates, le machin Allen, le truc. Mais être à plusieurs sous la photo, c'est moins valorisant. Donc c'est vraiment dur de faire ça. Mais en même temps, on a décidé vraiment d'aller pour cette piste-là, parce qu'on pense que c'est la seule qui peut fonctionner à long terme. On ne sait pas si on y arrivera complètement, mais c'est la seule qui a des chances, à notre avis, de vraiment fonctionner à long terme. Mais il fallait quand même démarrer. Alors pour démarrer, il fallait trouver quelqu'un qui vous aide au début. Et donc là, j'ai eu la chance d'aller voir la direction de l'INRIA. C'était septembre 2014 à peu près. Et de lui présenter les projets en disant, bah, écoutez, l'INRIA a été un des 3 fondateurs de W3C il y a 22 ans. Donc ils ont déjà montré qu'ils sont capables d'être à plusieurs sous l'affiche. Mais tellement à plusieurs qu'on ne se rappelle pas que c'est l'INRIA un des fondateurs originaires de W3C. Tellement. Hein. Et est-ce que ça vous intéresse? Et donc ça, c'était intéressant parce que pour une fois, je suis tombé sur un institut qui a la capacité de décider. En général, en France, on fait des commissions. On dit, ah, c'est très intéressant, on va aller passer à la commission, machin, et là, vous êtes mort. Il ne se passe plus rien pendant 10 ans. Donc là, la réponse était positive, donc on est passé à travers tout un tas d'étapes, et finalement, en mai 2015, disons l'été 2015, on a pu commencer à travailler. Ce qui est spectaculaire comme vitesse de décision, donc à tout honneur là-bas. Mais si vous voulez, pour faire fonctionner ce projet, on a besoin des 3 piliers. Science et technologie. On ne peut pas faire ça dans un tiroir, en cachette, quelque part. Il faut laisser les portes ouvertes pour les scientifiques, pour les gens qui savent mieux que nous la technologie, pour essayer de choisir, faire les bons choix organisationnels, architecturels, etc. Et surtout parce qu'en plus, c'est un terrain de jeu pour la recherche qui est fantastique. Même juste la construction d'infrastructures, c'est un terrain de jeu fantastique. Alors c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On va se tromper, on le sait, on s'est déjà trompé une fois, on a fait des erreurs. Mais l'idée, c'est de laisser la porte ouverte pour qu'on puisse améliorer en gardant un contact fort avec le monde de la recherche. Ce qui n'est pas facile, je le sais, je suis un chercheur moi-même, je sais très bien qu'entre les moments où je viens de voir quelqu'un et les moments où c'est quelqu'un qui va trouver que c'est intéressant, et les moments où il va y avoir quelqu'un qui peut-être y travaille, il se passe entre 2 et 3 ans. Il faut de la patience. Et donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, il faut quand même arriver à la fin du mois, hein, il faut des ressources. Hein. Et surtout que là, c'est pas rigolo, parce qu'il y a des vraies grosses machines avec plein de données dedans, donc ça coûte cher. Hein, et il faut des ingénieurs pour travailler là-dessous, ça coûte cher aussi, plus que les machines. Donc on a besoin des ressources pour financer cet effort-là et pour garder les contacts avec les acteurs industriels qui peuvent trouver ça intéressant, les soutenir à long terme. Et enfin, il faut faire en sorte de promouvoir
l'idée, l'importance de tout ça. Parce qu'encore une fois, dans la nébuleuse numérique, on oublie trop souvent que la colonne dorsale est quand même les logiciels et que les codes sources est essentiel. Donc on a du mal à se faire entendre. Donc c'est nécessaire de faire en sorte qu'on reconnaisse la valeur du logiciel comme objet noble et la mission qu'on a là. Et donc construire une communauté autour. Donc il y a tous ces trois axes-là sur lesquels il faut travailler. On est né où? Pour la partie sciences et technologies, on commence à ouvrir les portes, à collaborer avec plein de monde, mais ça va prendre du temps. Pour la partie ressources et partir à prise de conscience, voilà, on est né. Pour la création, c'est INRIA qui a mis toutes les ressources initiales, mais dès le départ, on a commencé à aller voir tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 8 sponsors. Donc là, on a Microsoft, Intel et la Société Générale qui mettent à peu près 100 000 € par an. C'est peu et c'est beaucoup. Après, on a été rejoint par Intel dans ces trois-là. On a même les Chinois de Huawei, donc ils sont arrivés. Pour l'instant, ils sont à un niveau un peu plus bas, hein, ils sont à 25 cas. J'espère qu'on arrivera à les faire monter. Comme je disais, c'est peu et beaucoup. C'est peu par rapport aux besoins. C'est beaucoup pour une donation sur un projet qui n'est pas un produit. Vous voyez, donner de l'argent à la fondation Linux parce que tout le monde utilise Linux et vous avez besoin de payer des développeurs, vous avez besoin d'avoir un siège au moment où on décide quelle est la nouvelle version des piles Bluetooth qu'on intègre ou pas, ça se comprend. Financer un projet comme Software Heritage, il faut une capacité de vision plus élevée. Donc, moi, je suis très reconnaissant aux sponsors qui ont décidé de venir à bord maintenant. J'espère qu'ils seront rejoints par plein d'autres. Et après, en bas, vous avez un peu plus petit. Vous voyez, donc, DANS, c'est une institution hollandaise qui fait de l'archivage des données de la recherche, qui voit les problèmes d'archiver les codes sources de la recherche, ne savait pas comment faire. Quand ils ont découvert, ils sont venus nous voir pour travailler ensemble. Il y a aussi les labs de Nokia, il y a l'université italienne qui était la première à travailler avec nous, l'université de Bologne. Et il y a GitHub qui a trouvé non seulement qu'on fait quelque chose qui est utile, donc ils sont d'accord qu'on récupère les données, mais ils veulent aussi être présents avec un montant un peu symbolique, hein, c'est 10 000 € par an, mais être présents pour soutenir les projets. Donc ça, c'est la situation actuelle. C'est très très loin de ce dont on aurait besoin un régime, mais c'est un début. Et je trouve qu'au bout d'un an, c'est pas trop mal comme travail qui est fait là. Mais à nouveau, si vous avez des amis qui sont milliardaires, qui aimeraient bien laisser leur nom avec d'autres sur la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, on accepte les cartes de crédit, les bitcoins, on accepte tout ce que vous voulez, hein, les chèques, tout. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est importante, c'est la prise de conscience. Donc ça, c'est un travail super important parce que vous voyez, donc, bien avant d'annoncer publiquement les projets, pendant qu'on construisait les premiers prototypes, parce que moi je viens quand même du monde logiciel libre dans lequel tu arrives avec une idée, la première réponse qu'on te fait c'est show me the code. D'accord. Très belle idée, montre-moi les protos. Tu n'as pas les protos, passe ton schéma, ça ne m'intéresse pas. Donc on construisait un proto. On allait voir IEEE Software, on allait voir les groupes Special Interest Group on Software de l'ICM, on allait voir la fondation Eclipse, on allait voir les Computer History Museum, on allait voir Informatics Europe, on allait voir Creative Commons, on allait voir la fondation Linux, la Free Software Foundation, plein d'endroits, cinquantaine de personnes de différents endroits, des sociétés savantes, des associations de logiciels libres, des bibliothèques, des associations culturelles, en disant on pense faire ça, on pense le faire avec ces principes, on pense être ouvert, on aimerait bien que vous collaboriez à tout ça, est-ce que vous avez envie de soutenir l'initiative? Et donc les résultats, si vous avez ici, chacun de ces entités a pris le temps d'écrire une lettre de soutien que vous trouvez en ligne dans les sites web. Et ça c'est important pour la partie légitimité. À un moment donné, quand vous annoncez les projets, il ne faut pas que dans 2 minutes, il y ait 45 copies en disant « Ah, et nous, on va faire les software heritage irlandais. Et nous, on va faire les software heritage pour la recherche. Et nous, on va faire les software heritage pour les logiciels qui ont un nom qui commence avec A et termine par W. » Donc, sinon, parce que technologiquement, c'est la même chose. Il faut partager l'infrastructure. C'est comme Internet. Vous imaginez, chacun faisait son Internet. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ça, c'était vraiment important. Et l'étape finale de cette opération-là, qui était quand même très lourde, c'était les 3 avril passés, ici à Paris, à l'UNESCO, il y a eu la signature d'un accord marquant entre l'INRIA et l'UNESCO. Ça, c'est une très belle photo, il faut la voir, regarde, elle est quand même magnifique. Cette dame-là est Irina Bokova, qui est encore aujourd'hui la directrice générale de l'UNESCO, parce qu'il y a les élections en cours en ce moment-là.
et Antoine Petit, qui est le PDG d'Ineria. Donc là, on signe cet accord de collaboration pour la préservation et l'accès au code source. Et derrière, on a notre ancien président de la République. Donc c'était un événement assez incroyable. Il y avait 400 personnes dans la salle, il y avait des ambassadeurs d'autres pays. Et vous pouvez revoir sur notre blog à nous, hein, parce que les sites web après institutionnels font partir les choses. Il y a des pointeurs sur les discours du président de la République et sur les discours de la DG de l'UNESCO en français. C'est quand même remarquable. Vous avez trouvé les termes code source, programmation, logiciel, importance de l'éducation à la programmation, etc., dans des discours des personnalités qui sont au top de la sphère politique. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à faire ça. Obama, il avait fait son stunt sur le fait qu'il avait programmé, ce qui n'est pas vrai, si vous allez voir. Il n'a jamais écrit une ligne de code. Il a regardé comment des étudiants faisaient des lignes de code. Et après, les journalistes, ils ont écrit un haha, premier président sur la planète à écrire du code. En plus, un Scratch, c'est pas vraiment écrire du code. C'est bien. Mais là, par contre, c'était vraiment impressionnant. Et ici, vous avez une petite photo de l'équipe qui travaille dedans. Vous voyez, on n'est pas beaucoup, hein, et un costard-cravate qui n'est pas arrivé, ça ne va pas arriver souvent. Et après, et c'est pas fini, c'était pas juste une fois. Maintenant, on essaye de mettre en place une collaboration. Donc, le 28 septembre, il y avait une réunion organisée par l'UNESCO pour la Journée internationale d'accès universel à l'information. Et là-dedans, il y a un call. Pour moi, c'est compliqué de comprendre tous ces trucs politiques, mais il y a un document officiel qui est sorti dans lequel on appelle les États membres à faire le nécessaire pour protéger notre patrimoine numérique, parmi lesquels il y a les patrimoines logiciels. Et donc après, on va essayer de travailler ensemble pour avoir une déclaration sur l'importance du logiciel. Vous voyez, la difficulté de la chose, c'est-à-dire qu'il faut la partie scientifique et technique. Il faut trouver les ressources pour que les projets fonctionnent, et il faut passer un temps infini à discuter avec des politiques, des entités diverses et variées pour être sûr que les messages soient bien compris et soient bien diffusés. Non, jusque-là, on s'en est sorti pas trop mal, mais on n'en est qu'au tout petit début, hein, de l'aventure. Et non, si je termine, après comme ça on peut prendre des questions vraiment. Là, si je peux passer un message de pub, c'est oui, on peut aider, vous pouvez aider. Ce n'est pas nécessaire d'être milliardaire, ce n'est pas nécessaire d'être politique pour aider, tout le contraire. C'est tout le monde est concerné. On peut venir jeter un coup d'œil dans notre code à nous. Je disais, contribuer au code interne de l'infrastructure, c'est compliqué, mais par exemple, faire des listers pour des forges qui sont non supportées, c'est devenu très facile. Il y a un billet de blog qui explique vraiment en détail comment en créer un nouveau. Hein, ou faire des loaders, etc. De temps à l'autre, quand on récupère un peu plus d'argent, on arrive même à recruter quelqu'un, c'est plutôt des ingénieurs, donc il faut jeter un coup d'œil sur cette page-là. Et on essaye aussi d'offrir des stages pour que les gens puissent venir travailler sur différents sujets. Donc on essaie vraiment d'ouvrir la porte sur de toutes les façons possibles et imaginables. Et évidemment, c'est aussi important de construire des miroirs, je l'avais dit, donc avoir des miroirs à un moment donné, pour des gens qui font de la recherche sur le logiciel dans les mondes académiques, c'est merveilleux, parce que d'un côté, vous devenez miroir des Software Heritage, qui est un projet qui est très visible maintenant, donc vous pouvez faire venir des politiques du coin qui va couper les rubans, qui aiment bien, c'est bien ça. Et nous, on va venir, on va essayer de convaincre quelqu'un de l'UNESCO de venir, faire une photo en disant super, bravo, etc., le diplôme, machin. Mais, en plus, vous avez une copie locale des données sur lesquelles, si vous voulez faire des analyses, big data, machin et compagnie, vous avez déjà une copie locale chez vous. Donc, c'est merveilleux. Donc, vous contribuez à l'infrastructure de recherche et vous contribuez à la partie archive. Donc, cette partie-là aussi est intéressante. Mais par contre, ça c'est cher. Hein. Il faut les personnes, les machines et tout le reste pour les mettre en place. Voilà, pour finir, donc à nouveau, si vous voulez en savoir plus, on essaie de décrire les projets dans ces white papers qui est là-bas. Et les portes sont vraiment ouvertes pour collaborer si on en a envie. Tout en sachant qu'à nouveau, ce n'est pas aussi facile qu'aller corriger un bug dans un logiciel standalone séquentiel qu'on installe sur sa machine. C'est un peu plus compliqué, surtout que notre communauté de développeurs pour l'instant est assez petite. Mais il y a une mailing list qui est SWH Tevel, il y a un chat IRC, c'est le Python 3. Oui. Mais à nouveau, ma vision perso, c'est que je suis assez agnostique sur les langages, c'est-à-dire les différentes briques. Ce qui a été fait jusque-là, de ce que j'arrive à comprendre, parce que je n'ai malheureusement plus le temps de regarder les codes, ça il faut vraiment demander à Stéphano, hein, qui connaît mieux que moi.
Parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, à un moment donné, il faut se séparer. Vous voyez, les équipes qui fonctionnent bien, chacun joue son rôle. Et moi, je dois me freiner pour ne pas aller regarder les coups de source. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, et ça me fait mal, mais c'est comme ça. Et non, mais dans ma vision, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient assez modulaires, et donc si demain, il y a un super brique logiciel qui est super balèze, qui est écrite dans le langage machin, on doit être capable de l'intégrer. Mais pour ça, il nous faudra quand même un peu plus d'efforts. Maintenant, on est encore une équipe toute petite. Voilà. Maintenant, j'arrête de parler. À vous les questions. Moi, je vous remercie. Merci.